Très bien les amis, ici Harris Sultan et je suis très heureux d'avoir le Cyberpunk Dingo avec moi. Il est, sinon mon youtubeur préféré du moment, l'un de mes trois préférés. Parce qu'en fait, commençons par là. La plupart des ex-musulmans débutent leur carrière, que ce soit sur YouTube ou comme militants, peu importe le terme utilisé. Ils ont commencé par critiquer l'islam, et c'est comme ça que j'ai commencé en 2018. C'était un autre monde, ce n'était pas ainsi à l'époque. Lors de mon évolution, je me suis dit à un moment, laisse tomber tout ça. Nous avons un problème plus important à régler. Arrête de t'inquiéter de la désislamisation du Pakistan, du Bangladesh, de l'Inde ou du Moyen-Orient. Frère, les gens avec qui tu es ici gagnent de plus en plus de pouvoir en Occident, et après l'Occident, nous n'avons plus d'endroit où aller. Donc nous devons préserver la civilisation occidentale, ou du moins c'était mon objectif. C'est comme ça que j'ai évolué dans mon activisme. Mais toi, la première fois que je t'ai vu, il y a environ 1 an et demi, j'ai vu ta vidéo. Tout d'abord, vraiment bravo, tes vidéos sont très bien faites, mais tu as sauté la première étape. Pourquoi? Eh bien, évidemment, tu sais, être né dans un pays qui se dit 100% musulman et qui applique la peine de mort pour l'apostasie, tu comprends à quoi ressemble la finalité. Tu comprends à quoi ressemble une société où apparemment tout le monde est croyant. Ce n'était même pas vrai à l'époque. Tu comprends comment les choses fonctionnent et tu réalises, d'accord, je vois la finalité, je vois à quoi ça ressemblera. Et ça, c'est 100, enfin, disons 99. Mais que se passe-t-il si politiquement, légalement, culturellement, socialement, on est au-dessus de 50, on est au-dessus de 60? Soudainement, votre société paraît vraiment, vraiment mauvaise parce qu'en islam, vous savez, tout ce que vous faites, c'est pour aller au paradis. Ce n'est pas pour améliorer la vie des gens autour de vous. En fait, les gens sont plutôt misérables dans une société comme celle-là. Même pas 60%, plutôt 10, 15 ou 20%. Par exemple, le Royaume-Uni est à 8%. Regardez l'impact qu'ils ont. Actuellement, l'Australie est à 3%. Le Royaume-Uni l'était aussi lors de l'affaire des gangs de prédation. Au tournant du siècle, oui, c'était 2,5 en 2001. Oui, même pas conservateurs progressistes, ça ne leur importait pas. Ils ont tous participé à cacher ça. Donc, tu sais, bah, je me sentais comme ça quand j'étais plus jeune et que j'étais un peu dissident à l'adolescence. J'ai traversé tout ça parce que ça faisait partie de mon apostasie. Débattre avec des musulmans, même très radicaux, sur l'islam, les écritures, la véracité du Coran ou des hadiths, etc. Tout ça. J'ai traversé tout ça. Comme toi, en tant qu'ex-musulman, tu comprends que c'est très épuisant. C'est comme si tu essayais de discuter avec des gens qui ne veulent vraiment pas être convaincus ou prendre tes arguments au sérieux. Et très souvent, À la fin de la journée, nous avons eu un certain succès. Je ne veux pas totalement minimiser notre mouvement. Nous avons eu un certain succès, comme moi. Même en 2019-2020, j'avais reçu plus de 1000 messages du genre Hey, j'ai changé. J'ai quitté l'islam grâce à toi ou à des personnes similaires. Parce qu'une fois qu'ils cherchent, une fois qu'ils découvrent Harris Sultan, ils vont aussi entendre parler du prophète apostate, de David Wood et de tous ces autres gens. Et ils sont introduits à un écosystème. Mais cela dit, tu as raison, c'est tellement fatigant et épuisant qu'il arrive un moment. Quand quelques milliers, 10 000, 1 million, même 10 millions, cela ne signifie pas grand-chose dans le grand ordre des choses. Surtout quand il y a 2 milliards de musulmans dans le monde et qu'en même temps tu fais face à cette menace d'islamisation de l'Occident. ouais, donc dans ce cas-là, tu sais quoi, et j'étais déjà parti et je suis en Australie. Je veux dire, l'Australie n'a pas vraiment une population musulmane très élevée, mais encore une fois, comme on vient de le dire, c'est une façade, c'est une illusion que nous voyons tous. Dans les années 1970, il y avait sans doute moins de 100 000 musulmans en Australie. Donc, lors du prochain recensement, il y en aura 1 million. Donc, comme le précédent, il disait quelque chose comme Whitsense ou quelque chose comme ça, Whitsense 1000, mais le prochain, il montrera facilement plus d'1 million. C'est une croissance exponentielle. Et maintenant, si je peux prendre un exemple, vous voyez l'un des politiciens et ministres les plus puissants du pays, Tony Burke, qui a été élu dans la circonscription de Watson.
d'où venaient les London Shooters. Maintenant, Watson compte 20 fois la moyenne nationale de musulmans comparée à toute autre circonscription du pays. 20 fois. Waouh, je ne savais pas ça. Donc Tony Burke, sa carrière dépend des votes musulmans. C'est bien ça? Oh, absolument. Oui, il l'est maintenant. Le pire dans tout ça, c'est qu'il est responsable des affaires intérieures et de l'immigration. Tu comprends maintenant pourquoi c'est soudainement grave. C'est le Royaume-Uni, encore une fois. Ouais, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est battu. Qui se bat pour faire ça? Il s'est battu pour ramener l'État islamique. Des épouses de Daesh rentrent en Australie. Ouais, ils l'ont fait discrètement au début de cette année. Ouais, discrètement. Personne n'était au courant. Des mois plus tard. Ouais, et maintenant, on apprend qu'il s'est activement battu pour faire ça. Ce n'était pas juste genre, bon, je vais signer un papier, tu vois, il l'a vraiment fait activement. Et ensuite, on découvre qu'il est à l'aéroport en train d'accueillir tous ces réfugiés de Gaza et tout ça, genre, ils reviennent et il est personnellement à l'aéroport pour les saluer pendant qu'ils crient Allahu Akbar derrière. Genre, il y a Tony Burke qui ressemble à un kangourou pris dans les phares. C'était vraiment une image bizarre. Tu peux. En fait, si tu cherches ça sur Google, tu peux voir l'image de Tony Burke à l'aéroport. Et moi, je ne vois pas ça. Oui, je me souviens. Je me souviens d'avoir couvert cette histoire quand tout le monde était en colère contre Anthony. Albanese a accordé des visas de protection à 4000 personnes, ce qui est de loin le plus grand nombre dans un pays occidental. Je pense que le Royaume-Uni, le pays le plus proche, en a peut-être quelques centaines. Oui, même un pays comme le Royaume-Uni fait cela. Et ensuite, nous avons Albanese qui fait venir des personnes que nous avons déjà vues. Nous n'avons pas besoin d'en voir plus. L'empreinte culturelle et sociétale que cette idéologie a laissée sur la société australienne, sur la société britannique. Si quelqu'un avait des doutes avant le 7 octobre, ces doutes auraient dû disparaître après l'attaque terroriste du 7 octobre. La façon dont ces personnes se sont comportées, la façon dont elles sont sorties et ont scandé certains des pires slogans, et elles ont banalisé cela. Je me souviens même du Royaume-Uni et d'Albanese aussi. Je ne sais pas si tu te souviens quand cet homme, Julian Assange, a eu cet événement sur le Sydney Harbour Bridge. Ils ont tenté, le gouvernement a voulu l'empêcher, mais encore une fois, nos tribunaux l'ont permis. Ils ont aussi dit qu'ils allaient interdire les drapeaux violents comme ceux du Hezbollah ou des Houthis. Même résultat. Ils ne l'ont pas imposé. Personne n'a été arrêté, ils ont continué comme d'habitude. C'est la même chose qu'on a vu au Royaume-Uni. Pensez-vous qu'il y a cette impuissance à cause de nos lois humaines, qui ont été adoptées sans penser à ces personnes-là? Ou pensez-vous qu'il y a un véritable manque de volonté politique pour gérer cette situation? Parce qu'Albanese est désormais impliqué, il essuie maintenant les critiques. On l'avait pourtant prédit. Comme quand vous banalisez cela, c'est les Juifs. Où sont les Juifs? Quand vous banalisez ce genre de discours ou de rhétorique, ou des slogans dans les rues de vos capitales, il va forcément en sortir quelque chose. Et d'ailleurs, cette plage Bond est le pire exemple. Vous vous souvenez comment ils incendiaient à chat des restaurants à Sydney et à Melbourne? Oui, des synagogues aussi. Des synagogues aussi, donc cela s'est produit sous la surveillance d'Anthony Albanese. Je n'arrive tout simplement pas à différencier ou à trouver une différence entre Albo et Kyostama parce qu'ils sont tous les deux de gauche. Ce sont tous les deux des politiciens travaillistes. Mais je veux garder l'esprit ouvert. Parfois, nous nous laissons submerger par nos propres préjugés. C'est pour ça que j'adore votre chaîne et vos avis, les gars. Au fait, allez voir sa chaîne, le Cyberpunk Dingo. Tu vas adorer, des vidéos superbes, très bien produites et d'une régularité incroyable. Alors, quel est ton avis? Tu penses toi qu'il y a un manque de volonté politique ou c'est juste? Je pense que c'est clairement un peu des deux. Une chose que j'ai souvent dite aussi sur X, c'est je crois que la gauche ou la gauche politique moderne est particulièrement incapable de gérer le problème de l'influence croissante de l'islam en Occident. C'est donc quelque chose qui t'appartient. Pas toutes les cultures étrangères. L'un des principes fondamentaux est d'homogénéiser la société en oubliant les différences culturelles, religieuses ou théologiques, car nous sommes tous pareils. Si c'est l'une de tes valeurs principales, alors bien sûr tu vas avoir des problèmes quand tu rencontreras des personnes qui ont un ensemble de valeurs totalement différents.
Je ne sais pas si tu as entendu parler de la théorie du paradoxe de la tolérance du philosophe Karl Popper. Oui. Donc, si tu tolères l'intolérance, à terme, ta société s'effondre. Elle ne sera plus une société tolérante. Donc, tu dois activement exclure, et ce n'est pas un euphémisme pour des expulsions ou quoi que ce soit, mais tu dois exclure l'intolérance de la société. Tu ne peux pas la tolérer. Mais je pense que dans ce cas, ce qui s'est vraiment passé, c'est que tu as essentiellement invité le renard dans le poulailler et tu défends le renard. Parce que je pense, Anthony Albanese a prononcé plus de 5000 mots lors des conférences de presse après la fusillade de Bondy. Il n'a jamais évoqué l'islam, l'islam radical, l'islamisme ou la religion. Comme si ces mots n'avaient jamais été mentionnés, il a bien parlé de Daesh. Mais que signifie le premier un? Un L ne l'a pas dit. Israël, tu ne le sais pas? Le 1 dans Israël, ça veut dire quoi? Le 1 dans État islamique veut-il dire Israël? Oui, j'ai entendu beaucoup de théories du complot. Tu sais, les types un peu fous disent ça aussi. J'ai remarqué à quelle vitesse tu t'es corrigé ça. Oh, ce n'est pas un euphémisme pour déportation. J'utilise ce terme assez souvent. Je vais me prendre une tasse où il y a écrit déporté. Je le dis depuis longtemps. Tu l'aurais sûrement remarqué aussi. Je répète souvent que ce qui se passe au Royaume-Uni arrive ensuite en Australie. C'était l'une de mes phrases fétiches, puis j'ai arrêté de la dire. Il faut que je retrouve des vidéos d'il y a 2 ans. Donc, ça se passe vraiment en temps réel, donc on sait combien de vidéos tu aurais vues. Il y a littéralement des centaines de vidéos où, au Royaume-Uni, 30 à 40 personnes sont arrêtées chaque jour à cause d'un réseau social. 30 à 40 personnes, d'accord, des milliers déjà arrêtés. La plupart reçoivent juste une tape sur les doigts. Mais encore une fois, cela en dit long sur votre attitude envers la liberté d'expression. De même, la même chose a commencé en Australie. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai postée. Elle a 2 millions de vues sur X, ce qui me choque qu'elle ait aussi bien marché. Comment cela se fait-il que ce ne soit pas le cas? Eh bien, écoute ça. C'est tellement typique du Royaume-Uni. Frappe à la porte. Quelqu'un frappe fort à la porte. Oh, attends une minute. J'ai déjà vu ça. En fait, Juste un endroit. Comment ça va? Bien. Quel est ton problème? Je veux juste parler. Michael, c'était toi? Oui, pourquoi? Je veux juste venir te parler. À propos de quelques trucs, je pense que tu en as entendu parler, qui ont peut-être été publiés sur les réseaux sociaux. Franchement, je m'en fiche, j'ai la liberté d'expression. Tu peux la laisser tomber? Absolument. Donc, d'accord. C'est comme ça qu'il teste le terrain, c'est comme ça qu'il commence. ouais. Je parle des problèmes du Royaume-Uni depuis la sécurité de l'Australie depuis quelques années. Toi aussi, tu l'as fait. Tu n'es probablement pas aussi direct que moi. Je peux l'être parfois, mais je sais que mon ami Nouria, à un moment donné, s'inquiétait de parler devant la caméra au Royaume-Uni et je lui ai dit « Eh bien, c'est le Royaume-Uni, c'est un État policier. » Mais depuis ce massacre de Bondi Beach, permettez-moi de rappeler aux téléspectateurs que c'était un islamiste qui a tué 15 Australiens. D'accord, juste un islamiste. La réponse du gouvernement a été d'arrêter les personnes avec des tatouages nazis, de restreindre et d'arrêter celles à cause de leur publication sur les réseaux sociaux. Tout propos jugé haineux peut entraîner une intervention policière à votre domicile. À entendre frapper, un coup à la porte, et donc tout à coup, je m'attends à ce qu'on frappe à ma porte. Cela vous est-il déjà arrivé? Cette pensée vous a-t-elle effleuré? Oh, absolument. Vous savez, depuis le premier jour, en fait, je ne parle pas d'après Bondy, je parle même d'avant Blondie. Comme vous vous en souvenez peut-être, pendant le COVID, il y a eu une vidéo vraiment, vraiment populaire de policiers arrêtant une femme enceinte. Je crois que c'était à Melbourne. Depuis cette vidéo, ça a changé ma perception de ce qu'ils sont capables de faire de plus. Parce qu'à l'époque, les gens auraient dû condamner cela en disant Hé, cette personne exerçait simplement sa liberté d'expression en ligne. Elle ne faisait rien de fou. Je comprends que c'était au début de la pandémie, avant que beaucoup de choses ne se passent. Il faisait irruption chez elle et arrêtait une femme enceinte devant ses enfants. Alors je me suis dit, attends une minute, les gens n'ont pas vraiment dit, attends, c'est vraiment grave. Ceux qui disaient ça étaient une minorité. Je me suis dit, d'accord, dès que tu normalises quelque chose comme ça,
Le gouvernement comprend que les gens ne diront rien contre nous si on essaie ça. Et c'était les conservateurs à l'époque. C'était la coalition qui était au pouvoir. Alors imagine ce que serait le Parti travailliste maintenant qu'ils sont au pouvoir. Ils n'ont même pas pris la peine de mentionner l'islam ou autre. Pour revenir à ton point aussi, plus récemment, si tu as remarqué, tu connais Drew Pavlos sur X, probablement le posteur australien le plus célèbre sur Twitter. Et il a posté, parce qu'il a parlé avec Abu Saïd ou Wassam Haddad, qui était le prédicateur de l'État islamique, ayant radicalisé les tireurs de Bondy. Il a échangé des messages. Ils se sont promenés. Oui, ils ont échangé des messages dans les deux sens. Et apparemment, la police a appelé Drew et lui a dit de retirer ça. Un post à propos de ce type d'extrême gauche qui essayait de justifier la fusillade. Il n'était pas en colère contre ce type qui disait que la fusillade visait les sionistes, donc c'était acceptable. Ils ont trouvé un plus gros problème avec le gars qui a publié ce post pour que tout le monde le voie. Et je trouve ça plutôt bizarre, plutôt fou, parce que genre, est-ce que quelqu'un s'est plaint? Genre, t'as peut-être vu que le commissaire à la sécurité a fait des trucs vraiment bizarres. Il y a peut-être un an, quand Mario Murray Emmanuel a failli être tué devant la caméra. Et devine ce qu'elle a fait, elle a décidé que le monde entier devait supprimer cette vidéo. Ouais, non. Comme les réseaux sociaux, Oublie l'aspect logistique ou la praticité de la chose. Une fois que quelque chose est publié sur Internet, il est très difficile de le supprimer et de faire taire les gens. C'est comme si c'était jeté dans l'océan, tu ne peux vraiment pas le remettre dans ta bouteille. Mais la pure arrogance et l'orgueil de ces gens, c'est de croire qu'on peut vraiment le faire. Nous allons vous montrer comment nous allons faire ça. Nous allons frapper à votre porte et à la tienne, nous allons harceler cette entreprise de réseaux sociaux, nous allons partir en guerre contre Elon Musk. Ils ne l'ont toujours pas accepté. Nous vivons à l'ère post-média traditionnelle, que cela vous plaise ou non, c'est une forme de discours supérieur. Même s'il y a beaucoup de conneries sur les réseaux sociaux, oui, il y a beaucoup de conneries. Il existe de nombreuses fausses informations et des personnes mal intentionnées, probablement parce que nous ne faisons que commencer avec les réseaux sociaux. oui, Tout au long de l'histoire humaine, les processus ont évolué avec le temps et se sont améliorés au fil du temps. Les gens apprendront à qui faire confiance et à qui ne pas faire confiance. Oui, nous avons constaté que ceux qui font confiance à Alex Jones, clairement un théoricien du complot farfelu, mais regardez ce qu'ils ont fait. J'ai vu beaucoup de publications d'Alex Jones que je n'ai jamais admirées, et même d'Andrew Tate. Ils disent des choses qui relèvent tellement du bon sens. Et je comprends maintenant pourquoi certaines personnes comme moi cesseraient d'attaquer ces gens excentriques, parce que ce n'est plus mon combat. J'ai des choses bien plus importantes dont je dois m'inquiéter. Comme la montée de l'islamisme en Occident, et Alex Jones attaque aussi les islamistes, donc je ne vais pas l'attaquer. Donc il forge de nouvelles alliances, et c'est ce que nous avons vu avec les musulmans modérés et les musulmans radicaux. Les musulmans modérés ont. En y repensant récemment, j'aimerais aussi connaître ton avis. Pour une raison quelconque, le 7 octobre a en fait rapproché les modérés et les radicaux, parce qu'ils ont trouvé un objectif commun, un ennemi commun. Voilà pourquoi il y a Boucha Sheikhs ou d'autres musulmans de façade. ouais. Ils partagent l'avis de Daniel Ikikachius, même s'ils divergent parfois sur des points théologiques. Mais en tant qu'entité, en tant que communauté, ils agissent comme un seul parti. Cela se fait au détriment des valeurs des Britanniques ou de la communauté britannique dominante. Alors, qu'en pensez-vous ? C'est amusant que vous parliez de l'émission de Bush. Il y a un point très pertinent à ce sujet. Je ne sais plus quand c'était, peut-être il y a quelques mois. Elle a publié un tweet dans lequel elle disait qu'elle voulait un État pan-islamique unifié, pan-islamique, où, vous savez, la plupart des États se réunissent. Un seul califat islamique, Daesh. Oui, oui. Et je me disais, oh, donc c'est une modérée, mais elle semble vouloir la même chose que Daesh. Qui sont les radicaux apparents? C'est très intéressant, ben, je pensais ça à l'époque, mais oui, c'est vraiment pertinent par rapport à ta question, et je suis d'accord. Depuis le 7 octobre, je pense qu'on a vu les frontières s'estomper
et je pense que cela rend peut-être le danger plus apparent. J'imagine quant à ce qui se passerait si ce mouvement prenait une place significative en politique, parce qu'on voit les Tony Burks, on voit les Keir Starmer et l'indépendance de Gaza. Au Royaume-Uni, par exemple, on voit ce qu'ils sont capables de faire, et je pense qu'au Royaume-Uni, lors des prochaines élections, les indépendants de Gaza vont apparemment augmenter en nombre. Et malheureusement, leur système électoral est très différent de celui de l'Australie, où en Australie, vous savez, on n'obtient pas vraiment de siège à la Chambre basse pour une seule question. Des gens comme vous pourriez l'obtenir à la Chambre haute, mais sinon, non. Et j'ai vraiment l'impression que maintenant, on voit ce que je pense depuis très longtemps. Et c'est une question avec laquelle j'ai encore un peu de mal. Quelle est vraiment la différence entre un modéré et un radical? Dans ma tête, un radical, c'est quelqu'un qui suit l'islam comme il est censé être suivi. Plus tu suis, plus tu connais le Coran, Plus tu es radical, plus tu es extrémiste. plus tu deviens cinglé et moins tu suis l'islam. C'est ça, un modéré ou un progressiste. Évidemment, je veux voir plus de musulmans progressistes, plus de musulmans gays, tu sais. J'aimerais voir la religion en quelque sorte réformée et peut-être même complètement détournée. Parce que je pense que c'est eux. Il ne serait pas musulman, il serait takfid. Donc je sais en fait que ce serait quelque chose de complètement différent. J'y ai vraiment réfléchi. Je faisais cette interview avec l'émission Baraka dimanche dernier et j'y ai pensé. J'ai dit, tu as raison, alors je l'ai écrit dans mon livre en expliquant que c'est un vrai casse-tête. Quelqu'un éloigné de ceux qui ne prennent pas l'islam au sérieux est en réalité un bon musulman. Il ne croit ni au djihad ni à la soumission des femmes, il est presque féministe. Donc plus il est éloigné de l'islam, meilleure est sa personne. On dit souvent bon musulman, mais théologiquement il s'agit en fait d'une mauvaise personne. Il ne suit pas les principes, et les extrémistes dont nous avons parlé, ce sont de mauvaises personnes. Ils sont plus proches de la doctrine et de la théologie islamique. Mais j'affine un peu plus cette définition en regardant le monde après le 7 octobre. La seule différence entre un musulman radical et un musulman modéré ou un musulman lipstick. Peu importe comment vous voulez le définir, bien sûr tout le monde n'entre pas dans cette catégorie. Nous devons établir une définition aussi inclusive que possible, surtout dans le monde d'après le 7 octobre. La seule différence entre les modérés et les radicaux, c'est l'application. Ils sont d'accord sur les valeurs fondamentales. Allah est l'unique créateur de l'univers. Il nous a donné la charia. Il y a une vidéo, laissez-moi vous la montrer. C'est vraiment très révélateur. Je vais vous montrer cette vidéo que j'ai déjà diffusée récemment. Je pense que vous l'avez déjà vue. Oui, écoutez ça. Tout le monde dans la pièce. Combien d'entre vous sont des musulmans normaux? Vous n'êtes pas des extrémistes, vous n'êtes pas radicaux, juste des musulmans sunnites normaux. Levez la main, s'il vous plaît. Ce que nous considérons comme de bons musulmans, nous sommes de bonnes personnes. Regardez ça, tout le monde. Subhanallah. Très bien, baissez les mains. Qui parmi vous est d'accord? Les punitions décrites dans le Coran et la Sunna, qu'il s'agisse de la peine de mort, de la lapidation pour adultère ou autre, si cela vient d'Allah et de son messager, alors c'est la meilleure punition possible pour l'humanité. Et c'est ce que nous devrions appliquer dans le monde. Chaque musulman modéré, chaque musulman superficiel, qu'ils portent le hijab comme boucher ou quel que soit le type de musulman qu'ils sont. Même s'ils vont en boîte de nuit avec vous, sur cette question, ils diraient « Oui, si je crois qu'Allah était le seul vrai Dieu, alors ses lois, ses punitions, la lapidation des adultères, les homosexuels. » Ou ils pourraient ne pas être d'accord sur son application, comme la façon dont on applique la charia. De toute façon, regardons simplement cette vidéo. Qui est d'accord avec ça? Voilà, tout le monde. Allahu Akbar. Êtes-vous tous des extrémistes radicaux? Oui. Donc ils ne sont en désaccord que sur son application. Et c'est pourquoi je dis que ces bons musulmans, musulmans modérés, musulmans de façade, deviennent sans importance. Parce que tout changement dans une société est toujours apporté par 5 à 10 personnes vraiment radicales, révolutionnaires. Oui, ce sont eux qui créent le changement, les autres suivent ensuite et se conforment. C'est ce qui s'est passé lors de la révolution islamique d'Iran, la révolution bolchevique. Tout le monde n'est pas d'accord. Vous n'avez pas besoin d'avoir 51% du public de votre côté.
C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi tant de ces idiots éveillés disent « Oh, il n'y en a que 6, et parmi ces 6, seulement 3 sont des femmes ». À peine un seul parmi eux serait aussi radical que les Muhammad Hijab de ce monde. Mais ils les sous-estiment aussi sur ce point-là, parce que des gens comme Muhammad Jab l'ont dit. Ils ont chacun 1 million d'abonnés. Ils parlent anglais et viennent du monde anglophone. La plupart d'entre eux sous-estiment même les radicaux, mais ils surestiment aussi l'importance du vernis modéré. Les musulmans qui seront absolument hors de propos, ils seront simplement des spectateurs. Oui, je veux dire, pour qui se prennent ces progressistes? Regardez Mohammad Hijab. Ce n'est pas 1 million, je veux dire, je ne sais pas combien. Visi. Non, ce n'est pas le cas. Il s'agit surtout de musulmans britanniques ou américains, pas de la plupart des Pakistanais. Ce sont juste des musulmans ordinaires, modérés de tous les jours. Ce ne sont pas des partisans de l'État islamique, rien de tout ça. Et une autre chose à ajouter à cela, je ne sais pas si vous avez vu cette interview du Premier ministre d'Australie. Donc, Anthony Albanese a dit quelque chose comme, je pense qu'on lui a posé une question tellement précise qu'il ne pouvait pas éviter de prononcer le mot islam. Donc, la façon dont il l'a dit, c'était « Oh, les tireurs ou les hommes armés s'entraînaient ». Peut-être une version pervertie de l'islam qu'utilise Daesh, et j'ai trouvé cela très intéressant parce que Daesh, à son apogée, quand il était à son sommet, quand il contrôlait la majeure partie de la Syrie et de l'Irak, il publiait un magazine, il était écrit en anglais, il s'appelait Dadik. Vous pouviez sûrement en trouver sur le dark web aussi. Il défiait en fait les modérés, les musulmans modérés, qu'il considérait tous comme des apostates. Il les défiait de trouver dans le Coran ou les hadiths quelque chose contraire à leurs actions dans ces régions. Ou que Muhammad n'a jamais pratiqué. C'est un argument fréquent que nous avons utilisé. L'État islamique ne fait rien que Muhammad n'ait pas fait directement ou que ses compagnons n'ayant pas fait. Oh, absolument. Il n'y a pas une seule chose. Oui, ils voulaient revenir à cette époque, ils veulent vivre exactement comme ça. Honnêtement, pour être franc, je pense que la façon dont les talibans traitent les femmes et structurent leur société est probablement très proche de quoi? Très proche, mais pas autant. Par rapport à l'islam de Muhammad, les talibans seraient donc considérés comme ultra-libéraux dans le monde de Muhammad. Exactement, ils diraient « Oh, vous êtes éveillés !» Muhammad qualifie quelqu'un d'éveillé. Et les talibans de toutes les personnes. Ouais, c'est tellement pathétique, vraiment. Je veux dire, empathie suicidaire est probablement le meilleur terme. Je veux aussi passer à l'Amérique, donc l'Australie, c'est évident. Nous avons vraiment quelques années intéressantes devant nous, au moins jusqu'aux prochaines élections. Je vais tout donner. Pauline Hanson, je pense qu'il nous faut quelqu'un comme elle. J'ai vu ta dernière vidéo où tu étais, j'ai aussi fait une vidéo similaire. Ce n'est pas un hasard. Ceux qui pensent pouvoir écarter One Nation n'ont clairement aucune idée. Ce qui vient de se passer au Royaume-Uni, en Allemagne et en France avec Marine Le Pen, AfD et Réforme. Je comprends que ce sont tous des partis différents, mais ils sont tous d'extrême droite. Et cela s'est produit pour une raison. Peux-tu imaginer dans un pays comme le Royaume-Uni où les conservateurs et les travaillistes ont toujours été les partis dominants? C'est comme un duopole depuis 140-150 ans. Et soudain, quand les partis politiques deviennent obsolètes, tu as un impact civilisationnel comme la montée du Parti républicain au XIXe siècle aux États-Unis, etc. Quand les partis politiques changent, cela montre que la doctrine est presque morte, donc la doctrine travailliste de gauche disparaît. Les gens vont réagir, les gens vont se défendre, ce n'est pas vrai que les gens vont simplement se laisser faire et mourir. Surtout une civilisation aussi grande que l'Occident. Donc les choses deviennent encore plus intéressantes en Amérique maintenant. Évidemment, l'Amérique est un pays très différent, c'est une bête complètement différente, c'est un monde à part entière. Et Trump, avec ses détentions par l'Immigration and Customs Enforcement, absolument, comme tout le monde devrait le faire. Au fait, tu es probablement beaucoup plus jeune que moi, mais c'était la norme il y a 20 ans. On s'attendait à ce que tout immigrant dépassant son visa en Australie ou au Royaume-Uni soit expulsé. Tu n'as droit à aucun avantage ni privilège. Tu es ici soit en tant qu'étudiant, soit en tant que personne avec un visa de travail, et tu n'as aucune sécurité. Tu n'es pas sous la responsabilité de l'État.
Je ne sais pas quand ce changement s'est produit, je ne sais pas quand on est passé de « oh, on devrait obtenir ». Peut-être que le Covid a changé beaucoup de ces choses. Quoi qu'il en soit, aux États-Unis, j'ai constaté que leur mouvement anti-islam ou la lutte contre l'islamisme a pris de l'ampleur. Je ne sais pas si tu as vu ces vidéos de Jake Paul et Valentina Gomez, elles sont vraiment d'un autre niveau. C'est inimaginable ici en Australie ou au Royaume-Uni. Où penses-tu? Avec ce scandale de fraude somalienne, évidemment, Oui, comment penses-tu que l'Amérique va réagir à cela, à ce scandale? je pense que la réaction va être très forte. Je pense que ce que les Américains ne réalisaient pas, c'était jusqu'à récemment. Cette année a été un tournant dans ma tête pour les États-Unis en ce qui concerne cette question. Peu de gens réalisaient la gravité de la situation. Par exemple, à Déborah, désormais majoritairement arabo-musulmane, Je ne pense pas que nous ayons tiré la sonnette d'alarme il y a quelque temps. Mais encore une fois, les gens ne s'en soucient pas tant qu'une bombe n'explose pas juste à côté d'eux. les gens ne s'en soucient pas parce que c'est vraiment lent ce processus. Et je pense que les gens ont aussi été vraiment choqués quand Mandani a été élu à New York. Parce que Neil, Ce n'est pas un musulman, pourtant. non, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est un éveillé, genre islamiste. Je ne pense pas qu'il soit pro-Palestine. Oui, je pense qu'il est pro-Palestine parce qu'il est éveillé. C'est pour ça, oui. Et comme on le sait, les gens d'extrême gauche ont tendance à... Mais je pense que l'image que ça donnait était aussi un peu étrange. Rappelle-toi quand il voulait construire une mosquée près du site du World Trade Center il y a quelques années, c'était un gros problème. Et maintenant, Zahan Hamdani, évidemment, tu sais, il va dans ces mosquées. Il parle à des prêcheurs qui ont déjà essayé de faire exploser le World Trade Center et qui ont parlé de marcher sur New York avec 10 000 islamistes. Tu sais, ce sont les gens avec qui il traîne, donc ça soulève la question. D'accord, comment cela a-t-il pu arriver? Et il y a une réponse évidente. Les États-Unis ont permis à beaucoup trop de personnes incompatibles avec la vie américaine d'entrer dans le pays. Et maintenant, ils ont du pouvoir politique, vous leur avez donné le droit de vote, excusez-moi, et évidemment, cela va changer les choses. Ils veulent presque une société de type séparatiste. J'ai l'impression que, où que vous regardiez, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, mais la différence, c'est que les États-Unis sont tellement plus grands et ils ont quelque chose qui s'appelle le premier et le deuxième amendement, ce qui fait une très grande différence. Je pense que Valentina Gomez, ce qu'elle fait, je ne peux pas le dire. J'ai vu quelque chose d'aussi en pleine figure, c'est presque très bizarre, mais elle le fait. Et Jake Long, ce qu'il fait, c'est vraiment en pleine figure. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de faire, mais je pense que ça ouvre une conversation. Ça met les radicaux en lumière pour que tout le monde les voit. Mais je pense... Oui, je pense qu'il y a un spectre. Au début, parmi les ex-musulmans, certains étaient les plus agressifs, d'autres plus polis. Les gens disaient toujours « ne les insultez pas, critiquez-les simplement ». Vous parlez d'une communauté qui croit qu'il faut vous lyncher ou vous tuer en public si vous oubliez de mentionner la paix, que la paix soit sur lui, près de Muhammad, donc vous traitez avec ces gens. Donc je dirais que toutes sortes de critiques, d'attaques, de moqueries, tout devrait être permis, tant que c'est une idée. Toi et moi, on ne le ferait sans doute pas. Il y a certains niveaux de normalité, mais tu ne sais pas lequel va frapper, lequel va avoir un impact sur qui, tu ne sais pas quelle méthode. Si tu veux lire un livre qui est une critique de l'islam écrit par un professeur d'Oxford, bien sûr, si ça, tu sais, si ça t'intéresse, parfait, mais il y a aussi beaucoup de monde. Nous vivons à une époque très différente, nous vivons à l'ère des réseaux sociaux et de TikTok, je pense que tout passe. Et en ce qui concerne l'attaque ou la critique d'idées, tu devrais être autorisé à faire ce que tu veux, peu importe à quel point c'est grossier. C'est ainsi. C'est la nature de la civilisation occidentale, surtout en Amérique. En est le centre. Leur approche de la liberté d'expression et de la moquerie est vraiment différente. L'Europe a capitulé. Quand Charlie Hebdo est arrivé, ils ont dit « Ouh, d'accord, non, non, non », quand les caricatures danoises sont arrivées. N'est-ce pas ? Oui, oui. L'Amérique était différente. Ils ont créé South Park. Ils disaient « Non, ce sont des médias de gauche comme Cable News Network, c'est ce qu'ils étaient ».
Je me rappelle une interview de Christopher Hitchens où il a dit à l'animateur de Cable News Network « Soyons honnêtes. La seule raison pour laquelle vous ne montrez pas les caricatures, ce n'est pas parce que vous respectez l'islam. Vous avez peur d'une réaction des musulmans. C'est la raison pour laquelle vous ne montrez pas les caricatures danoises. Il a dit ça en 2006 ou 2007, c'était un monde très différent. Même Cable News Network était très différent. À l'époque, ils étaient un plus nationalistes. Oui, mais je pense que c'est une question de nuance, et c'est ainsi que les cultures diffèrent. Le Royaume-Uni diffère de l'Australie, et l'Amérique est très différente des deux à grande échelle. Et je pense, oui. Et une autre chose, c'est que, évidemment, il y a des gens qui font ça et il y a un certain niveau de parodie là-dedans. Mais il faut retourner un peu la question. Serais-tu aussi inquiet si Valentina Gomez ou Jake Long faisaient cela pour le christianisme? La presse grand public ne s'en soucierait pas car c'est devenu normal. Ce n'est pas comme s'ils faisaient tout le temps des spectacles de Drag Queen Jésus, mais ils font constamment des choses extrêmement offensantes pour les chrétiens. C'est tellement normal. Ouais, Donc, je suppose que c'est aussi flagrant parce que ce n'est pas normal. Et je ressens quelque chose de très fort, c'est que ces choses devraient être normalisées. Je veux dire, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, peut-être il y a quelques semaines, sur toute la vie de Mahomet, comme une vidéo historique. C'était purement de l'histoire. n'est-ce pas? Aucune moquerie. Je pense qu'il n'y a aucune moquerie, juste l'histoire séculière et objective de Mahomet. Pour moi, une vidéo comme celle-là date peut-être de 2005 ou autour. Si Ayaan Hirsi Ali, dont le partenaire a réalisé ce film, était tué, une telle vidéo ou film serait extrêmement controversée. Vous pourriez être blessé physiquement. Mais dans le monde d'aujourd'hui, je peux continuer et je suis juste un gars, vous savez, genre, je ne suis pas un réalisateur ou quoi que ce soit comme ça. Je peux publier une vidéo pour qu'elle soit vue par beaucoup, c'est la différence. Et je pense que ce niveau de normalisation est nécessaire pour s'assurer que l'islamisme et même l'islam en tant qu'idéologie religieuse ne soit pas au-dessus de la critique. Je pense que c'est essentiel pour étouffer cela. Le pouvoir politique tente d'influencer actuellement car on le voit partout. Heureusement, aux États-Unis, Donald Trump a qualifié la fusillade de Bonda de résultat de l'islam radical. Il a même murmuré « On n'apprend jamais. Ouais, On n'apprend jamais. » Tu continues à faire venir des gens qui te disent beau qu'on te déteste, qu'on ne suit pas tes règles. ouais. On va refaire ça encore et encore. Et il y a toujours des gens qui se plient en quatre. Juste parce que une de leurs valeurs, c'est que toutes les cultures se valent, il faut qu'on s'entende tous d'une manière ou d'une autre. Tu as vu à quel point c'est pathétique. As-tu vu la déclaration pathétique d'Albo où il a dit « Oh, si vous venez en Australie, alors vous devez laisser vos opinions à la porte. » Ouais, mon pote, dans quel monde de fou tu vis? Tu viens juste de faire venir des gens qui ont des rancunes vieilles de plusieurs siècles, non? Plusieurs siècles. Inclure uniquement le conflit Israël-Palestine, c'est déjà au moins 75 ans sur plusieurs générations. Ouais. Peu importe ton niveau d'éducation, si tu es pro-Palestine ou musulman, tu seras du côté palestinien. C'est ton petit discours pathétique ou ton conseil que tu devrais laisser à la porte. Ça ne va pas marcher, mon frère. Ouais. C'est tellement pathétique, c'est tellement ridicule, et je ne sais pas où ça va finir. Mais c'est certain, nous allons vivre des temps très intéressants. Les gars, voici Cyberpunk le Dingo, c'est sa chaîne, allez voir. Je pense que je vais regarder toutes tes vidéos d'un coup, à cause de certaines de ces miniatures. Regarde, t'en as vraiment fait des super. Oui, il faut vraiment que je voie certaines d'elles. Va voir la chaîne YouTube géniale de Cyberpunk Dingo. Je parle sans arrêt, mais lui, il fait vraiment de très bonnes vidéos, bien produites. J'aimerais pouvoir faire ça. Mais c'est vraiment un honneur, c'est tellement génial de t'avoir de notre côté parce que tu fais un travail incroyable. Merci Harry Sultan, ravi de te reparler. C'est toujours un plaisir de faire ça. Absolument, à la prochaine.